Oui. Mesdames et messieurs, messieurs les modérateurs, donc je vais vous parler de maladies héréditaires du métabolisme et de savoir quelles circonstances, quand on est réanimateur, à quel moment y penser. Voici ma déclaration publique d'intérêt en lien avec des recherches sur l'encéphalopathie hépatique. Alors, les maladies héréditaires du métabolisme, on parle clairement d'un truc qui est quand même plutôt rare. Elles sont secondaires à un déficit enzymatique dû à une mutation et on peut physiopathologiquement les distinguer en 3 groupes. Une intoxication endogène parce qu'il manque une enzyme et donc une substance toxique s'accumule. Un déficit énergétique parce qu'il y a un des substrats qui n'est plus produit à cause de l'enzyme déficiente. Puis les déficits de synthèse ou de catabolisme de molécules très complexes, maladies lysosomiales, peroxysomales, des anomalies de la glycosylation. Et ça, finalement, ça nous intéresse, nous, réanimateurs, un peu moins parce que c'est des tableaux progressifs et c'est les 2 premiers qui nous intéressent. Globalement, les maladies héréditaires les plus fréquentes sont dépistées à la naissance, vous le savez. Et du coup, à l'âge adulte, on va être confronté à des patients pédiatriques devenant vieux. Mais ça, c'est pas tellement un problème parce que ceux-là, ils sont super bien soignés par les pédiatres et donc ils se baladent avec un petit livret et leur famille vous ramène la recette de cuisine à appliquer et du coup, faut juste obéir et téléphoner au centre de référence. Et le vrai problème, ça va être d'évoquer de temps en temps des patients de nouveau en réanimation et c'est ça qui est compliqué de savoir quand est-ce qu'on embête le centre expert. Vous allez voir ma présentation, ça va être plutôt embêtez-les tout le temps et vous vous ferez des amis. Alors, pour la présentation, je vais vous présenter un cas clinique que vous retrouverez dans sa totalité dans le JEP qu'on a publié récemment et comme ça, vous pouvez avoir éventuellement quelques détails que je passerai rapidement. Donc, c'est une femme de 28 ans qui est enceinte de 7 semaines, caucasienne, aucun antécédent. Elle a des nausées, des vomissements, une anorexie depuis 7 jours, ce qui fait à peu près une perte de 13% de son poids. Le reste de l'examen est strictement normal, elle consulte aux urgences. Puis sur le bilan, il y a une hyperleucocytose à 28 000, une petite cytolyse, un TP à 33, une bilirubine normale. Et c'est comme ça qu'ils décident de la transférer en USI hépatologique sur notre hôpital. À l'arrivée en USI hépato, elle a un Glasgow 15, mais elle présente un astérixis et elle a un trouble du langage un peu inhabituel, atypique pour une encéphalopathie hépatique. Le bilan confirme l'hyperleucocytose, toujours une petite cytolyse, une bilirubine toujours relativement basse et un TP qui dégringole à 29%. Le reste du bilan, croyez-moi, le standard, les hémocultures, tout le bilan infectieux viral pour une insuffisance hépatique aiguë est négatif, le bilan auto-immun est négatif, le bilan pour une maladie de Wilson, on est là devant du foie, de la neurologie, donc bien entendu on pense au Wilson, est négatif également. L'échographie et le scanner abdominal ne retrouvent pas de chinte portosystémique, les vaisseaux sont perméables, c'est pas un Budd-Chiari. Et du coup, on dose une ammoniémie qui revient à 291 micromoles par litre. En 12 heures, la patiente se dégrade au niveau neurologique, elle a un Glasgow 3, un syndrome tétrapyramidal, elle est bien entendu transférée en réanimation après être intubée, ventilée. On a toujours une petite cytolyse, 192 d'azate, un TP qui baisse encore à 16% et la bilirubine est toujours à 25. Donc devant ce tableau-là, quelles sont les atypies ? Tout d'abord, elle a une insuffisance hépatique avec une bilirubine peu élevée. Elle a ensuite une hyperammoniémie importante. Elle a un tableau neurologique qui n'est pas typique des encéphalopathies hépatiques. Et elle a un contexte peut-être particulier qui est grossesse, vomissement. Alors, quelles sont les circonstances qui doivent faire évoquer une maladie innée du métabolisme ? Bien entendu, c'est les antécédents familiaux et consanguins quand vous avez toute la famille qui est malade, et donc là, ça pose plus de problème. Mais finalement, vous avez l'apport de protéines, qu'il soit exogène, parce que vous mangez beaucoup de protéines, vous allez au salon de l'agriculture ou des choses comme ça, vous faites 2 entrecôtes, vous êtes à jeun, et donc vous avez un catabolisme endogène. Vous avez d'autres circonstances qui sont les vomissements intenses, la grossesse, qui sont des facteurs habituels de décompensation. Il y a bien entendu aussi la chirurgie et l'infection à une moindre mesure. Voici ce qu'avait notre patiente. Quelles situations cliniques, finalement, qu'on a en réanimation, doivent nous faire évoquer une maladie héréditaire du métabolisme ? Les troubles neuro, et donc même, pour faire un peu large, on va dire un tableau d'encéphalopathie ou de coma. La rhabdomyolyse, que j'évoquerai pas du tout, mais les cas de rhabdomyolyse et d'épisodes antérieurs de rhabdomyolyse, d'épisodes antérieurs de j'ai fait pipi comme couleur Coca-Cola, ça, il faut le rechercher.
La défaillance multiviscérale, c'est bien joli de le dire, mais bon, en réanimation, c'est pas super comme signe. Donc je dirais, troubles neuro atypiques, rhabdomyolyse, sûrement. Paramètres biologiques, bon, hypoglycémie, pas très spécifique non plus. L'acidose métabolique, pour nous, c'est pas très spécifique non plus. Les deux éléments importants, c'est l'hyperammoniémie et l'hyperlactacidémie, alors qu'il n'y a pas de cause évidente. Vous baladez à 8 de lactate alors que votre patient n'est pas en état de choc, il y a un problème. Et finalement, il y a deux éléments qui sont assez bons, c'est que vous n'avez pas de cause évidente et de diagnostic bien évident à votre histoire, et en plus, vous avez éventuellement, au bout de quelques jours, une évolution que vous n'attendez pas. Vous dites, bah, ce malade-là doit se réveiller, puis vous arrêtez les sédations, il se passe un truc, il ne se réveille pas. Voici ce qu'avait notre malade. Donc si on dit cause d'hyperammoniémie, je vous ai classé ici en termes de fréquence, le petit rond là de côté représente la fréquence, donc vous voyez que clairement, anomalie innée du métabolisme, si on regarde le petit point là, il n'est pas très très important en termes de fréquence. Cependant, une ammoniémie supérieure à 200, dans une insuffisance hépatique aiguë, je vous rappelle, dans ce très bon papier de Bernal, donc du King's College à Londres, dans les insuffisances hépatiques aiguës, il n'y a que 13% des malades qui ont plus de 200 d'ammoniémie. Et un certain nombre de ces 13 malades n'ont pas de diagnostic. Qu'avait-il? Donc, si on dit l'hyperammoniémie est peut-être liée à une maladie innée du métabolisme, il y a une question qui est, est-ce que cette hyperammoniémie est liée à une acidose métabolique? Là-dedans, on est dans acidémie organique, ou alors on est devant une hyperammoniémie qui finalement n'a pas d'acidose, que je vais appeler isolée, même si elle n'est pas isolée en termes de répercussion de l'hyperammoniémie, et on est dans le déficit en cycle de l'urée, et vous voyez que derrière on va se baser sur citrulline, l'aspartate et plein de choses, qui finalement sont des choses qu'on va récupérer sur la chromatose des acides aminés que je vais vous détailler tout à l'heure. L'imagerie cérébrale, vous avez un tableau d'encéphalopathie, vous ne comprenez rien, à un moment donné, vous allez aller à l'imagerie cérébrale. Donc en pratique, si vous allez à l'imagerie cérébrale, vous commencerez par un scanner, il y a de l'hyperammoniémie, vous aurez peut-être un peu d'œdème si c'est en aigu ou rien, bon, vous n'aurez pas la réponse. Donc bien entendu, à un moment donné, vous allez aller à une IRM cérébrale. Si vous avez une IRM cérébrale, vous pouvez avoir, la plupart du temps, très probablement une IRM cérébrale normale. De temps en temps, vous pouvez trouver des choses un peu spécifiques qui peuvent vous orienter. L'hypersignal du ruban cortical en séquence de diffusion, là, vous dites, ah bah tiens, ça ressemble à mon patient en arrêt cardiaque qui a mal évolué. Exactement, c'est une des causes. Les crises convulsives ou l'état de mal un peu patchy, ça peut donner ça. Le Creutzfeldt-Jakob aussi. Mais si on n'est pas dans ces circonstances-là, ça peut être une maladie mitochondriale ou une encéphalopathie hyperammoniémique, premier rang desquelles l'encéphalopathie hépatique. Si vous avez une image qui fait très stroke, et on dit pseudo-stroke, pourquoi? En diffusion, vous avez un truc qui ressemble à un AVC ischémique, c'est blanc, mais le radiologue, quand il met son petit curseur pour calculer l'ADC, le coefficient de diffusion, il n'est pas abaissé comme dans une ischémie, mais il est augmenté. Ça montre qu'il y a un œdème. Vous faites en flair, vous voyez des choses comme ça, et vous faites éventuellement une IRM 4 jours après, il n'y a plus du tout l'image. C'est des trucs qui vont, qui viennent, ça s'appelle un pseudo-stroke. Ça évoque fortement une maladie mitochondriale. Enfin, vous avez les hypersignaux de la fosse postérieure que vous connaissez sans doute parce que vous avez vu passer cette Clinical Image of the Week dans le New England l'année dernière qui est assez jolie. Ces hypersignaux comme ça en séquence flair, en postérieur dans les pédoncules cérébelleux, ça fait très métabolique. Alors métabolique héréditaire ou métabolique médicamenteux. En premier rang, quand vous avez ça, c'est intoxication au métronidazole, plus fréquente chez le cirrhotique, ou des cas rares de déficit en B1. Et ceux qui donnent ça, les déficits en B1, c'est plutôt les déficits en B1, des déficits héréditaires en transporteur. Donc ça peut vous donner des idées. Si on revient à notre cas clinique, quand on lui fait un électroencéphalogramme, vous retrouvez ces images un peu caractéristiques, donc droite, gauche, antérieure, là, et ici plutôt postérieure. Et vous voyez ici ces ondes particulières, négatives, positives, qu'on appelle des ondes triphasiques, qui sont à prédominance antérieure, et pas du tout d'éléments critiques. Et donc ces ondes triphasiques vous signent à l'EEG un tableau d'encéphalopathie métabolique. Donc là encore, on a du métabolique simple, le foie, le rein et le CO2. Donc assez vite, on va avoir une idée sur ça. Sinon, on est dans les médicaments. Et si on n'est pas dans ces circonstances-là, peut-être qu'on est dans de l'héréditaire. Donc là, ça nous dit clairement il y a une encéphalopathie métabolique. Quand on fait l'IRM, séquence T1, séquence en flair, ici en flair également,
vous voyez qu'il n'y a rien, et notamment il n'y a pas d'hypersignaux T1 des noyaux gris centraux, qui sont des choses qu'on voit dans des chintes et dans les maladies chroniques du foie. Donc elle n'a pas une maladie chronique du foie ignorée qui décompense à ce moment-là. Par contre, quand on fait une spectroscopie par résonance magnétique, c'est-à-dire on demande au radiologue de prendre un petit volume qu'il met au centre du cerveau, dans le centre semi-ovale, et on a ce spectre-là, on va avoir quelque chose de caractéristique de l'encéphalopathie hépatique, mais là en l'occurrence plutôt de l'encéphalopathie hyperammoniémique, qui est là un pic de glutamine. Je vous rappelle que l'ammoniac, ça passe dans le cerveau, ça passe dans l'astrocyte, et l'astrocyte a la glutamine synthétase, et donc fabrique de la glutamine, et c'est ça qui explique que l'astrocyte, quand c'est aigu l'hyperammoniémie, gonfle et donne de l'œdème. Quand c'est chronique dans la cirrhose, il sort des osmolactifs, qui sont le myoinositol, pour compenser garder stable son équilibre osmotique. Ici, le myoinositol est normal, donc on est dans une hyperammoniémie plutôt aiguë. Donc là, clairement, on est dans le cas d'un tableau d'hyperammoniémie, et donc on a fait les différents examens dont je vais vous parler, et on retrouve à la chromatographie des acides aminés de la glutamine augmentée, normal, on est dans le cas d'une hyperammoniémie, mais on retrouve surtout de l'arginine, ici, dans le cycle de l'urée, un schéma, la citrulline et l'ornithine effondrée. Et quand on va sur le dosage d'acide orotique dans les urines, on voit que l'acide orotique est augmenté par voie alternative. Et donc on dit, c'est très probablement un déficit en cycle de l'urée avec, ici, un déficit en ornithine transcarbamylase. Alors l'évolution sous traitement, ça a été que la patiente est allée progressivement mieux, l'ammoniémie va mieux en 24 heures, la neurologie et la fonction hépatique va mieux à 3 jours. On l'avait quand même listé sur liste de transplantation hépatique, dont on l'a retiré, même si on a eu un peu peur à un moment donné. On a arrêté l'hémodiafiltration à 24 heures et l'extubé à 3 jours. A maintenant plus de 4 ans de suivi, elle va bien, son petit bébé qu'elle a dans le ventre va bien également, et l'histoire se passe bien avec un régime et une surveillance. La génétique a permis de montrer qu'il y a un déficit en ornithine transcarbamylase, donc notre mécanisme supposé, avec une mutation hétérozygote dans l'exon 9. Alors, en conclusion, je vous la fais un peu avant pour ne pas être coupé au vol, j'ai fait comme tout le monde. Les maladies héréditaires du métabolisme sont de plus en plus fréquemment rencontrées en réanimation. Parce qu'on les évoque, qu'avant on a tissé des liens peut-être un peu privilégiés avec le centre expert local, et on se rend compte en les recherchant qu'on les trouve, et que du coup des formes récessives qu'on pensait être totalement asymptomatiques, on commence à trouver des symptômes à 45-50 ans, des histoires comme ça, similaires. Donc quand on cherche, on trouve. Il y a des centres experts sur tout le territoire. Donc il faut les contacter dès la suspicion du diagnostic, parce qu'ils vont vous dire quel examen réaliser, mais ils vont aussi vous aider à les récupérer plus vite. Quand moi je prescris une chromatographie des acides aminés, acides organiques, délai normal, 3 semaines, et voire de temps en temps ça se perd. Quand je passe par mon métabolicien que je connais bien, il m'envoie le résultat par SMS en 24 heures. C'est quand même mieux. Donc les connaître avant, discuter, et après discuter du traitement. C'est souvent des gens qui ont peu de malades, donc ils sont très investis, et ils vont passer même le soir pour vous donner la recette de cuisine. De temps en temps vous enquiquinez, mais c'est pour le bien du malade. Voilà, ça c'est notre groupe de recherche sur l'encéphalopathie hépatique, et comme diapo un petit peu de fin, voilà ce qu'il faut finalement, quelques messages clés. Vous avez une hyperlactacidémie et des comas et un trouble neurosensoriel chez un diabétique sourd, c'est une maladie mitochondriale. Si vous avez un bonhomme que vous prenez à un moment donné pour des crises d'épilepsie, un état de mal, et qui s'aggrave vraiment sous des paquines et il reste des jours dans le coma, c'est un MELAS, c'est une forme particulière, c'est un acronyme pour Mitochondrial Encephalopathie with Lactate Acidosis and Pseudostroke. Hyperammoniémie sans acidose, anomalie du cycle de l'urée. Acidose métabolique avec un trou anionique augmenté, vous n'avez pas de cause. Acidurie organique, hyperammoniémie, acidose métabolique, acidurie organique. Il y a un truc compliqué, c'est les leucinoses. Pas d'acidose, pas d'hyperammoniémie, et ils ont une odeur de sirop d'érable. Donc vous pouvez essayer de demander à votre patron de vous payer le billet d'avion au Canada pour apprendre à reconnaître le sirop d'érable, mais ça c'est plus compliqué à diagnostiquer. Hypoglycémie sans acidose, ça peut être une anomalie de la bêta-oxydation, comme la rhabdomyolyse de manière très importante, et choses auxquelles on est parfois confronté en réanimation. Voilà, je vous remercie, je vous ai remis là les examens à réaliser rapidement. Je vais le traiter.